Historiquement, on vous a dit qu'Isabelle avait été recrutée PR en 1993 sur un poste dont l'intitulé était Génétique des populations végétales. Et Agnès, dans les papiers, a retrouvé son document de candidature au poste de professeur. Et donc là, il y a le résumé de ce qu'elle proposait. Donc vous voyez, en DOG, enseignement d'évolution des végétaux, approfondir ça en licence, en refaire en licence et maîtrise de physiologie, continuer tout ça en DEA et en maîtrise, et puis conserver l'option du DEA de génétique. En fait, c'était évolution à tous les étages, ce qui est un beau programme. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait de fait? Qu'est-ce qu'il faut que je touffe? Ça marche, ça? Alors oui, ce que je voulais dire, c'est que c'était une époque révolue où, en fait, les profs, au moins certains, avaient droit à leur secrétaire quand ils arrivaient. Donc là, vous avez une photo d'Isabelle avec Anne-Marie Dufour, qu'on adorait. Et alors Anne-Marie, ben voilà, elle, j'ose même plus imaginer, elle gérait pour Isabelle la recherche et l'enseignement et l'achat des jeans quand Isabelle n'avait pas le temps. C'est resté une légende chez nous. Dans le package, il y avait aussi le maître de conf, ben, c'est moi qui ai eu le poste. Voilà. Donc une année avec Isabelle, à quoi ça ressemblait? Ça, c'était la rentrée. Donc elle nous envoyait son emploi du temps avec ses contraintes. Vous voyez, retour à Montpellier à 8h30, etc. Et puis nous, ben, on essayait de se mettre dans les cases quand il fallait assurer des cours. Et puis on arrivait petit à petit à un emploi du temps pseudo-définitif. Voilà la version. Bien sûr, vous doutez que le définitif, ça n'existe pas vraiment dans ce système. Alors, on va pas trop détailler toutes les choses, mais c'est quand même pour dire que, en fait, elle a fait des enseignements variés, même si elle est connue surtout pour la génétique et l'évolution. Donc, je dois vous lire des anecdotes, moi aussi, de Bernard et Agnès. Alors, Bernard nous écrit « Isabelle a toujours répondu présent quand on cherchait des collègues pour enseigner, quelle que soit la matière ou le niveau. Bien entendu, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'elle fasse exactement ce qu'on attendait d'elle, sans prendre d'initiative ni développer une version bien personnelle de l'enseignement proposé. À force de venir quelquefois faire son courrier à des réunions du bureau d'enseignement, tout en écoutant d'une oreille ce qui s'y disait, avec des interventions remarquées, où elle reprenait souvent une discussion entamée 20 minutes plus tôt, pour dire qu'elle n'était pas d'accord avec le consensus qui s'était péniblement dégagé. Je vais faire là. Elle avait intégré que les enseignements de L1 étaient pas mal désertés par les professeurs et que c'était bien dommage pour les étudiants. Elle se porta donc volontaire pour divers enseignements, dont des enseignements de biologie végétale. Si elle avait la chance de projeter une diapositive de fleurs de centaurée, elle ne pouvait s'empêcher de se lancer dans une brillante dégression sur l'évolution de l'auto-incompatibilité en griffonnant de petits schémas tordus au tableau, même si le sujet du cours était la morphologie florale. À force de l'avoir passé à toute vitesse sur certaines diapositives et de faire des commentaires approfondis et hors sujet sur d'autres, les étudiants avaient bien senti qu'elle n'était pas une enseignante comme les autres. Un jour, l'un d'entre eux s'enhardit suffisamment et vint la voir à la fin de son TD en lui demandant quel était son vrai métier. Bien sûr, ça l'a surpris quand même, ça l'a fait bien rire, elle l'a raconté à plein de gens. Et elle ne s'est pas démontée, elle en profita pour lui expliquer quelles étaient les recherches qu'elle menait au laboratoire, car pour Isabelle, l'enseignement universitaire était inconcevable sans lien avec la recherche. Alors ensuite, sur la diapositive, vous voyez l'introduction de l'écologie comportementale. En fait, historiquement, il n'y en avait pas dans les enseignements. Et puis en maîtrise, elle va progressivement intégrer l'écologie comportementale. C'est Agnès qui raconte ça. Donc à sa façon, en forçant la main à ses collègues. Ainsi, lors d'une réunion de rentrée de l'équipe pédagogique en septembre 1995 dans le vieil amphi de l'Institut de botanique, face à ses collègues, botanistes et écologues peu enclins à la chose, et qui argumentaient du fait que ce n'était pas inscrit dans l'habilitation, elle annonce que, puisque c'est comme ça, c'est pas grave, elle prendra sur le volume horaire de la génétique des populations. Mais qui donc interviendra ? Pas de problème, répond-elle, il y a justement une jeune ATR qui vient d'être recrutée et qui a fait le DEA de Tours où on fait de l'écoéthologie. Bien sûr, elle a été recrutée sur un profil de botanique, mais ça n'a pas d'importance. Et donc, cette personne, c'était Agnès. Après, on a recruté déjà en écoéthologie.
Alors, voilà, je voulais vous dire qu'elle était surtout connue pour les derniers points. Je voulais juste dire un mot sur une UE qu'elle avait créée en L2. Alors en fait, elle a toujours voulu que les étudiants soient sensibilisés à la théorie dès leur plus jeune âge. Et en fait, elle a donc créé une UE optionnelle de biologie théorique qui était ouverte aux DOG A et B à l'époque, donc les matheux et les sciences naturelles. Le but était de montrer les maths aux biologistes et de montrer la biologie aux matheux. Donc en fait, on faisait des choses classiques, on faisait de la dynamique des populations et de la génétique dans cette UE. Et je ne sais pas ce qu'elle avait lu, elle s'était piquée de passion pour les lapins de Fibonacci et le rectangle d'or. Et elle leur faisait 3 heures de cours là-dessus, donc j'ai découvert ça à cette occasion. C'était une UE très sympa, et bon, elle a disparu avec le reste. Mais... Alors, je pense qu'elle a marqué surtout un maximum d'étudiants lors du M1 et lors du DEA, où elle s'occupait de la génétique des populations et de la biologie évolutive. Alors, j'ai essayé de retrouver les trombinoscopes, mais je n'ai pas ceux de la première année où je n'étais pas là, j'ai que ceux de l'année suivante. Donc mes plus vieux trombinoscopes, ça c'est les gens qui en maîtrise avaient choisi l'option évolution. Donc vous reconnaissez peut-être Cathy et Sophie que vous verrez tout à l'heure et d'autres gens, Sylvain qui est devenu professeur au Chili. Donc ça c'était les maîtrises de cette année-là et nous avons aussi le trombinoscope du DEA de la même année, avec des têtes que vous avez déjà vues 4 fois, comme Renaud Vitalis, Isabelle Chouine, Thomas, etc. Ouais, oui, ça fait un peu peur. Mais... Alors, Isabelle, ce que je voudrais, on va parler de plein de choses, il y aura plein de témoignages, mais en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Isabelle aimait bien les étudiants et qu'ils avaient tous droit, en fait, à leur chance, ils avaient tous la présomption d'intelligence, en fait, au départ. Elle aimait bien aussi savoir à qui elle avait affaire, donc elle nous faisait chaque année, c'était sympa, des trombinoscopes, c'est bien parce que moi, j'ai pas de mémoire. Et donc, bon, c'est un peu fait à l'arrache, hein, c'était, vous voyez, là, c'est en sortant de l'amphi, elle leur demandait de passer, et puis elle prenait les photos de tout le monde. Donc ça, c'est un exemple, je ne sais plus quelle année. Là, c'est un peu plus tard, hein, déjà, 2007-2008, hein, donc il y a plusieurs personnes qu'on connaît. Et là, on a Jonathan qui a bien voulu témoigner de ce qui s'est passé à l'époque. Ouais. Ouais, donc j'ai fait tout mon parcours universitaire à Montpellier, de la licence au master, et on m'a demandé de raconter quelques anecdotes, et je vais vous raconter notamment le premier cours que j'ai eu avec Isabelle. Alors c'était en L2, en cours magistral, et arrivé à la pause, elle nous dit « Bon, maintenant il faut qu'on fasse les groupes de TD ». Et les groupes de TD, elle dit ça va être très simple, il y aura un groupe de bons, un groupe de moyens et un groupe de moins bons. Et elle nous a demandé, elle nous a dit, vous allez vous auto-inscrire, vous auto-évaluer et décider dans quel groupe vous allez aller. Bon, bah, d'accord, très bien, on le fait, on s'inscrit, on va décider si on est bon, moyen, bon, c'est pas facile, on le fait. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est sa réaction en lisant la liste des noms. Parce qu'elle s'est un peu énervée pour tout vous dire, et parce qu'elle a remarqué, elle nous a fait justement remarquer que dans le groupe des bons, il n'y avait quasiment que des noms de garçons. Et elle s'est un peu énervée en disant c'est pas normal, ça c'est parce que les filles ont tendance à se sous-estimer, et c'est pas normal parce qu'au niveau des notes c'est pas reflété. Et elle s'est mise quasiment à engueuler les étudiants de la classe en leur disant mais changez de groupe, je suis pas d'accord, on bougera pas, on continuera pas le cours tant qu'il n'y aura pas plus de filles dans le groupe des bons ou dans le groupe des moyens. Et ça a marché parce qu'elle a réussi à peu près rétablir la parité. Et voilà, j'aime bien cette anecdote parce que je trouve qu'elle reflète deux aspects d'Isabelle, donc l'aspect femme en sciences, donc qui sera plus largement développé dans la partie d'après, et l'aspect, sa capacité à tirer ses élèves vers le haut, à tirer le meilleur d'eux-mêmes en utilisant toutes sortes de stratagèmes, notamment des coups de pression, des coups de gueule, voire des petites remarques acerbes, souvent non dénuées d'humour. Et pour ça, elle était très efficace et elle savait bien vraiment tirer vers le haut ses élèves. Il y a aussi une deuxième anecdote, un deuxième cours dont je me souviendrai toujours, que j'ai envie de raconter. C'était un cours cette fois en Master 1. C'était une année un peu spéciale où il y avait beaucoup de grèves. C'était je crois les années du CPE, donc toutes les amphis étaient bloquées avec des chaises, on ne pouvait pas rentrer, c'était impossible. Et elle avait décidé, elle avait tenu à faire un cours un peu clandestin,
où elle s'imaginait qu'elle allait nous faire pendant 3 heures un résumé de tout le programme de Master 1 en génétique des populations. Alors elle y croyait. Et donc au final, on s'est retrouvé à 5-6 dans un amphi, hein, donc pas beaucoup, mais elle a quand même tenu à nous le faire, donc avec une craie, son tableau noir, et à nous raconter tout ça. Et à un moment, je crois qu'elle s'est rendue compte que c'était un peu compliqué, qu'il n'y avait peut-être pas assez de temps, et peut-être par désespoir, elle s'est mise à nous dire, de toute façon, vous savez quoi, les cours ça sert à rien. Moi, j'ai jamais appris la génétique des populations en cours, j'ai tout appris dans les livres, donc lisez des livres, les cours ça sert à rien, sans ce cours-là, vous allez l'oublier, c'est sûr. Alors, elle avait souvent raison, mais là, je dois dire qu'elle avait absolument tort, parce que ce cours-là, je m'en souviens parfaitement. Je crois que presque tout ce que je sais en génétique des populations repose sur ce cours, et pour cause, il y avait tout le programme, donc il n'y avait pas le choix. Et quand j'ai encore besoin d'une notion, d'un concept en génétique des pop, je ne vois pas les pages de livres que j'ai pu lire après, mais je vois bel et bien Isabelle avec sa craie, son tableau noir, qui se retourne échevelé et qui nous regarde d'un air mi-inquiet, mi-désespéré, voire atterré parfois, et qui nous demande si enfin on a compris ou pas. Et voilà, pour toutes ces raisons et d'autres, Isabelle, ses cours, on les oublie pas. Voilà. Effectivement, j'ai été un étudiant d'Isabelle. À l'époque, ses cours, je m'en souviens effectivement aussi, c'était particulièrement désorganisé souvent, mais très inspirant. Mais c'est pas de ça que je voudrais vous parler là. Là, je voudrais vous parler un peu de son style. Il y a tes diapos après. Oui, d'accord. Okay. Son style de faire des cours, parce que je l'ai vu faire il y a pas mal d'années. Et vu qu'on faisait un cours à 2 voix, on a fait plusieurs cours ensemble. Et donc je voulais vous parler un petit peu de ça. Donc ça va aller assez vite. J'ai que 2 slides, hein, donc ça devrait pas prendre trop de temps. La première chose, voilà, c'est que quand vers 2006 par là, on a commencé à réfléchir à l'organisation des contenus du module de M2, donc là, avant ça s'appelait le DEA, après ça s'appelait le M2 de biologie évolutive et écologie. Et on a commencé à mettre des cours, et là il y a eu 2 cours, donc on s'organisait ça, on discutait de ça avec Isabelle, et il y avait 2 cours en particulier, un sur les traits d'histoire de vie et un sur la spéciation. Donc celui sur les traits d'histoire de vie, donc c'était quelque chose qu'elle faisait avec Ophélie. Ce sont les années ensemble où je ne sais pas si vous l'avez fait ensemble, ou alternativement plutôt. Hein. C'est souvent Ophélie qui le faisait. De temps en temps, merci. De temps en temps, Isabelle le faisait. Et l'autre cours, donc sur la spéciation, qu'on a fait à 2 voix pendant pas mal d'années. Et donc la spéciation, vous en avez entendu parler ce matin, avec toutes les histoires de spécialisation et de choix d'habitat, etc., etc. Donc c'était une vision de la spéciation un peu particulière. Il manquait tout un tas de trucs sur les zones hybrides, ce n'était pas trop son sujet à Isabelle. Mais donc on parlait énormément de spéciation. Et on le faisait ensemble. Et donc, j'ai pu vivre un petit peu avec elle. Bon, j'ai appris énormément parce que moi, ce n'est pas mon métier d'être enseignant. Et donc à son contact, j'ai vu comment elle faisait. Et donc, c'était ça qui a été très enrichissant pour moi. Et donc, je vais vous illustrer avec 2 slides tirés de ce cours, un peu sa méthode. Et avant de dire ça, je dois dire que vous avez compris quand même en filigrane depuis le début de la journée, Isabelle, elle aimait l'auto-organisation, ce qui est quand même une façon sympa de dire que les cours, il y a plusieurs façons de les faire, mais si on doit les préparer à l'avance et que tout soit bien organisé et tout marche bien, qu'on arrive avec un cours bien léché et qu'on fait un cours magistral, ça demande énormément de préparation, d'organisation, et ça, elle n'aimait pas du tout. Et vu que j'ai aussi organisé le module de biologie évolutive avec elle, tous les ans, évidemment, il y avait une sorte de nébuleuse de mails pour... c'était pas effectivement l'endroit où c'était le plus facile d'interagir avec Isabelle. Mais ça a été dit plein de fois, il y a eu plein de côtés positifs à cette espèce de chaudron là, qui était toujours en ébullition, et cette forme d'auto-organisation. Et ça, c'est arrivé même dans les cours, vous allez voir dans une minute. Après, malgré ça, Isabelle pouvait faire des cours qui étaient assez obscurs, je pense. Moi, je me souviens en tant qu'étudiant, il y en a eu. Mais elle pouvait également faire des cours exceptionnels. Et en particulier quand elle utilisait les slides préparés par quelqu'un d'autre. Et je pense en particulier au cours sur les traits d'histoire de vie, c'est Ophélie qui avait fait les slides. Et ça lui arrivait de faire
des cours que moi j'étais dans la salle, j'écoutais les cours, je me disais mais franchement il aurait fallu filmer. Et d'ailleurs aujourd'hui on aurait pu regarder des petits extraits et ça aurait été formidable. Et depuis ce temps-là, je regrette de ne pas pu l'avoir fait cette chose-là parce qu'elle pouvait être exceptionnelle en cours. Donc c'est un des trucs que je voulais dire, bon, avec ce petit bémol que bon, c'était pas forcément ces slides, mais c'est pas grave. Le deuxième truc. Donc là, on est sûr que c'est elle qui a préparé la slide. C'est quand on faisait le cours, bon vous avez compris, c'était quand même un peu ennuyant les cours magistraux, donc on arrivait au bout d'un moment, d'ailleurs ce cours-là on avait toujours du mal à le finir parce qu'on faisait le polymorphisme, la spéciation, le renforcement, enfin en 3 heures il y avait toujours trop. Mais en fait la partie rigolote du cours c'était, on arrivait après avoir fait le polymorphisme etc. sur les mécanismes d'isolement reproducteur. Et là, évidemment, la parole était aux étudiants et ce qui vraiment lui plaisait, c'était d'organiser, en fait, d'avoir cette interaction avec les étudiants, de faire ressortir, d'être dans la discussion, en fait, que ça s'auto-organise, et dans le cours aussi, en fait. Et c'est ça qui était le plus rigolo, en fait, franchement. Et ça marchait, parce qu'évidemment, il y a ce côté interactif, intéressant, c'est une autre façon de faire les cours, finalement. Et en fait, c'est le premier exemple de la façon dont elle avait de faire les cours. Le deuxième, c'est que, je vous ai dit, elle faisait ces cours-là, moi ce que j'ai vu, c'était ces cours sur les histoire de vie, sur la spéciation, c'est des sujets sur lesquels elle avait travaillé pendant énormément d'années, parce que moi je l'ai côtoyé un peu à la fin de sa carrière scientifique, et vous l'avez vu ce matin, ça faisait super longtemps qu'elle réfléchissait à tout ça. Et en fait, à chaque fois que les étudiants ils pouvaient poser des questions, en fait, c'est des questions qui s'étaient déjà posées 5 fois. Toutes. Et donc, elle voyait en fait tout de suite les erreurs ou les erreurs de raisonnement ou les trucs intéressants. Elle arrivait à les prendre et justement à broder et à entraîner les étudiants donc dans cette discussion-là. Donc, le deuxième point, la deuxième slide. Alors, je ne sais pas si c'est d'elle ça parce que je ne sais pas. Peut-être. Peut-être Vincent Calcagno, je sais, il avait fait des cours un peu sur le sujet avant, et je ne sais pas s'il est dans la salle, peut-être de lui, je ne sais pas trop. C'est pas de toi. Ok. Bon, c'est peut-être d'elle. Et là, c'est pour expliquer le modèle de Leven. Parce que, vous avez entendu ce matin, les modèles de polymorphisme, le modèle de Leven, c'est un truc, si à la sortie du cours, un étudiant n'avait pas compris le modèle de Leven, je peux vous dire qu'à l'examen, elle n'était pas contente. Parce qu'elle se fatiguait justement à essayer d'expliquer. Donc elle ne mettait pas d'équations et des belles images. C'était donc ces petits schémas, elle prenait pas par pas pour expliquer pourquoi dans le modèle de Leven, on peut maintenir du polymorphisme. Alors je ne vous fais pas le modèle 3, le machin, on en a discuté ce matin. Mais elle essayait d'être comprise. Ça, c'est quand même le truc. Et je pense que pas mal de choses, elle arrivait quand même à les faire passer de manière... elle essayait d'être comprise quand même de manière... globale dans ses cours, elle y mettait les moyens. En particulier quand ça lui tenait énormément à cœur, comme cet exemple-là. Pour finir juste, donc ça c'était mes 2 slides tirés de ce cours-là, vous voyez un peu le... Pour finir, je rejoins un petit peu ce qui était déjà dit un petit peu plusieurs fois sur le côté à la fois exigeant et bienveillant d'Isabelle, parce que ça je le voyais donc dans les cours, dans l'interaction, je vous disais, avec les étudiants, puis après en examen, parce qu'on faisait beaucoup des oraux et donc on interagissait avec les étudiants à chaque fois. Et il y a ce côté à la fois bienveillant et exigeant, une espèce de truc qui peut être déroutant au début, mais qui est en fait très enrichissant parce qu'il n'y a pas une espèce de vernis de fausse politesse ou d'hypocrisie, mais en même temps on sent qu'il y a une vraie bienveillance à chaque fois qu'elle s'était posée toujours les questions, elle avait déjà fait les erreurs, et elle se mettait toujours sur un pied d'égalité un petit peu avec tout le monde, et les étudiants, et donc cette espèce d'horizontalité permanente dans les rapports entre profs et étudiants, le fait de les pousser à poser des questions, voilà, c'est un truc, je pense qu'il faut garder vivant. Ça fait un peu la marque de fabrique, un peu de la vie intellectuelle à Montpellier en particulier, grâce un peu à des gens comme Isabelle. Et voilà, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de la dernière ligne, le master même, qui est, je crois, la dernière création, non, d'Isabelle. Donc, ce master même, c'est un master international. M, c'est pour master, Erasmus Mundus en évolution. Et c'est déjà remarquable d'avoir une formation où l'évolution n'est pas diluée dans autre chose.
Ce master a été créé en 2010. Il a réuni des enseignants des 4 universités européennes. Groningen, qui a été l'université porteuse dès le départ, donc sous la tutelle de Franjo Weissing. Uppsala, l'université de Munich et l'université de Montpellier, où donc Isabelle était responsable. Et donc il était international tant par... oui, si je le dirai après. Il était international tant par le fait qu'il concernait des universités des 4 pays différents, mais aussi par l'origine des étudiants, où on a littéralement des étudiants du monde entier. Et en fait, quand on fait les interviews des sélections, ça dure au moins une journée et on cale les rendez-vous en fonction des décalages horaires. Et donc chaque année, on interviewe des gens de Malaisie le matin et du Chili le soir. Donc le cycle de vie d'un étudiant de même, donc il est conçu au moment des sélections qui ont lieu en général à cette période-là. Et ensuite, il vient au monde pendant l'école d'été qui a lieu chaque année, qui réunit tous les étudiants. Ensuite, les étudiants partent faire leur premier semestre de M1 ou bien à Groningen ou bien à Uppsala. Et par la suite, viennent faire le deuxième semestre de M1 ou bien à Montpellier ou bien à Munich. Et après, il leur reste 2 semestres à faire en M2 où ils n'ont que des stages qu'ils font dans une des autres universités ou 5e université participante, Harvard, puisque donc il y a un accord particulier avec Harvard leur permettant de gagner de l'argent. En fait, l'accord est très très avantageux parce que personne ne pourrait jamais se payer les frais d'inscription normaux à Harvard. Et par ce biais-là, les étudiants arrivent à y aller. Donc la période très très chaude, en particulier pour Montpellier, c'était le deuxième semestre parce que c'est là où on donne les cours. Donc il faut organiser, faire un emploi de temps, donner les cours. Vu tout ce que vous avez entendu, je ne vais pas être long, vous avez compris. Mais ça c'est... En fait... Passé les 2 premières années, je dirais, c'était remarquablement organisé. Il y avait un peu l'emploi de temps chaque fois, parce que comme on donnait les cours, on avait toujours les vacances de février au milieu, puis on avait des enseignants qui avaient des enfants en général. Ça posait toujours des problèmes. À part ça, ça tournait bien. Malheureusement, donc, pardon, j'ai des diapos, moi. Elles sont dans la suite, Sandrine? Et pourquoi tu ne me dis pas? Donc ça, c'est la première cohorte qui est venue à Montpellier, dont en fait, les 2 seuls thésards de même qu'on a eu à Montpellier sont là, Eva Lievens et Mathilde Mousset. T'es où Mathilde? Voilà, qui est en bas à droite, c'est pour ça que je ne peux pas la voir. Et Mathilde fera un petit témoignage tout à l'heure. Donc Isabelle a évidemment, comme mes prédécesseurs ont dit, été très très proche des étudiants. Donc ça, je pense que ça doit être une fête de bienvenue chez elle. Elle passait beaucoup de temps avec eux, essayait de résoudre leurs problèmes éventuels. Essayait aussi, pendant l'école d'été, faisait tout ce qu'elle pouvait pour qu'il y ait le plus grand nombre qui viennent à Montpellier. Malheureusement, elle n'a pas pu beaucoup en profiter, en fait, parce que peu de temps après le démarrage, sa maladie s'est déclarée. Et au début, évidemment, tant qu'elle n'avait pas les problèmes neurologiques, elle en profitait pleinement. Mais après, avec les problèmes neurologiques, par les soucis de déplacement et les soucis d'élocution, elle s'en est, par la force des choses, un peu éloignée. Elle a gardé, elle n'a jamais voulu lâcher elle-même. Elle a, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Parce que, et je dis ça juste parce que jusqu'à la fin, elle a vraiment
beaucoup travaillé dessus. C'est elle qui s'est toujours occupée jusqu'à la fin de tous les aspects administratifs, malgré la difficulté qu'elle avait à taper à l'ordinateur. Quand il s'agissait de l'administration d'eux-mêmes, elle prenait le temps et un effort que je n'arrive pas à imaginer pour taper des lettres complètes. Donc ça, c'était avec des gens qu'elle ne connaissait pas, avec des gens qu'elle connaissait un peu plus, comme moi. Souvent, les mails, c'est résumé à un mot, il fallait essayer de comprendre tout le reste. Et parfois, enfin, c'est la dernière chose que je veux dire là-dessus, parfois j'ai eu l'impression que ça y est, le cerveau est atteint aussi. Ça ne marche pas très rond, ça ne tourne pas très rond là-dedans et me dit n'importe quoi. Mais quand même, j'avais appris à ne pas réagir de suite, à toujours laisser passer un jour ou deux avant de répondre. Et jamais, en fait, au bout du compte, ce n'était le cas. Toujours, elle avait répondu d'une manière très précise à la question posée. Et c'était toujours moi qui avais mal lu son mail, qui avait mal interprété ce qu'elle avait dit, et qu'une fois que je reprenais les choses bien dans l'ordre, il y avait bien la bonne réponse pertinente, précise. On ne peut pas rêver mieux, quoi. Et donc voilà, donc encore une fois, c'est extrêmement malheureux que je n'ai pas pu en profiter plus. C'était une très belle construction et j'espère qu'elle perdurera. Donc en fait, je vais vous demander un exercice particulier. Je vais parler, vous allez devoir lire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. Donc en fait, ce qu'il y a sur l'écran, c'est des témoignages, enfin ils vont s'afficher, les témoignages des étudiants que Annabelle, Audrey, Mélanie Roy, c'est les dessins de Mélanie et Gwendal ont réussi à faire remonter. Alors évidemment, tous les étudiants n'ont pas pu être contactés ou participer, mais vous allez voir un certain nombre de témoignages et les dessins formidables de Mélanie. Donc voilà, donc en gros vous aurez le choix entre m'écouter ou lire, je ne sais pas si vous arriverez à faire les deux, mais enfin. En fait, vous savez que la communauté montpelliéraine, elle comporte évidemment ce groupe de gens en évolution et en génétique des populations qui est très fort, mais il y a une autre communauté qui est un petit peu connexe, qui se mélange, qui est celle des chercheurs en agronomie. Et je suis un petit peu entre les deux. Et en fait, ce que je vais vous raconter, c'est la capacité qu'a eue Isabelle à répondre avec nous, avec André Charrier et Jean-Loup Teghem, qui étaient enseignants à Montpellier Supagro, sur la nécessité de pouvoir irriguer aussi cette communauté de l'enseignement, enfin de la recherche agronomique, avec des étudiants le plus brillants possible, évidemment, et intéressés et formés au concept de la génétique des populations et à l'évolution. Et ça, c'était éminemment important. Enfin, vous l'avez vu, Isabelle avait fait des études en agronomie, elle était ingénieure agronome de Paris, elle a été elle fait une partie de sa carrière à l'INRA, et donc en fait, avec sa capacité à ne voir que des solutions et aucun problème, dès que, évidemment, André et Jean-Loup lui ont proposé, à la suite de la réforme de 99 d'Allègre, comment est-ce qu'on pouvait faire à Montpellier pour réirriguer cette communauté agronomique et faire profiter aux étudiants de l'université, et pas seulement de l'agro, de toutes les bourses de thèse de l'INRA, du CIRA, de l'IRD, qui finalement n'étaient pas visibles ou offertes aux étudiants de l'université. Alors évidemment, il y avait quelques agros intéressés par ces choses-là, mais en fait, est-ce que je vais vous raconter, mais en fait, finalement, c'est cette construction-là, c'est la capacité qu'on a eue collectivement, et évidemment, il nous fallait le partenariat d'Isabelle pour réussir ça, et puis sa volonté toujours d'aller de l'avant et de réunir, comme on l'a vu tout aujourd'hui, des communautés et faire du réseau. Alors, en fait, c'est vraiment, enfin moi j'ai repris les choses après André, au-delà d'une construction d'enseignement, ça a été une histoire d'amitié et de tas de choses. Alors, RPI, c'est un espèce de chat perdu des chats perdus, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est une succession, alors en fait ça correspond bien en plus à la notion de même, hein, puisque il est né, c'était RPI, il est mort, il est rené, c'était DEPS, il est remort, il est rené, c'était gestion, mais c'était toujours la même chose. C'était donc délibérément des modules beaucoup plus tournés sur la génétique quantitative et l'étude des populations, les statistiques, enfin vraiment des fondamentaux, beaucoup d'outils. Et puis on s'est bien sûr appuyé sur tous les collègues et les modules qu'avait construit donc le master B2E à l'époque. Donc en fait, ça c'était
Donc ce montage, et en fait, c'était vraiment... en fait, ce master, c'était une espèce de rêve, puisque en gros, entre enseignants, il n'y a jamais eu aucun souci. On a des souvenirs complètement émus. Là, il y a Étienne Klein, il y a François Lefebvre, il y a Jean-Louis Fam, il y a Joël, il y a Sylvain, qui ont participé de près à ces enseignements. Et en fait, ça a toujours été des moments de partage fantastiques, surtout pendant les jurys. Alors, on voyait les étudiants 3 fois dans l'année. On voyait les étudiants une première fois pour leur biblio, et alors ça, il y avait des moments d'anthologie, notamment quand le maître de stage était pour partie, voire complètement responsable du fait que le sujet était foireux. Et je me souviens très bien d'Isabelle posant la question à l'étudiant en face du maître de stage, mais au fait, c'est quoi la question? Et vous ne pouvez pas savoir les effets destructeurs ou remobilisateurs ou refondateurs que peut avoir ce genre de questions lors d'un jury d'évaluation. C'était vraiment très bien. Et donc, en fait, en gros, la volonté, c'était vraiment de donner cette culture de génétique et de statistique aux étudiants. Alors, ça a été dit plusieurs fois, on est un petit peu tous monomaniaques dans ces choses-là. Et RPI a été vraiment cette concrétisation, évidemment. Et vous avez vu que RPI et DEPS et GB ont été une source d'étudiants aussi très important pour le labo, puisque j'ai repéré un certain nombre de noms d'étudiantes qui ont fait leur thèse majoritairement à l'ISEM dans l'équipe. Alors, il y avait quand même il y avait des moments délicats. Pourquoi est-ce qu'on avait toute cette difficulté? C'est qu'évidemment, on pouvait apparaître en concurrence avec le Master B2E sur lequel on s'appuyait beaucoup, que tous vous connaissez. Et on avait un énorme problème, c'est qu'on avait insuffisamment de bons dossiers pour constituer une promo. Et donc nous, Jean-Loup, André et moi, on était un peu désemparés parce qu'on pouvait essayer de convaincre les agros de venir, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et donc il était évident que le vivier des dossiers, il fallait qu'ils viennent de l'université, puisqu'en plus l'idée c'était d'offrir aux étudiants de l'université un autre débouché pour la carrière. Et donc évidemment, arrivait le mois de juin, début juillet, où il fallait qu'on constitue nos promos, et c'était la grosse difficulté. Et à ce moment-là, Isabelle sortait du bureau, allait dans le bureau de Valérie Durand, un petit peu plus loin, piquer les boîtes qui contenaient les dossiers du Master B2E pour essayer de faire de la retape auprès des bons étudiants qui voulaient s'inscrire à B2E. Et ça, évidemment, Michel, tu es là, à la grande colère de Michel Raymond. Et donc, on a eu des... Enfin, moi... Alors... Ah, dommage, tu as loupé l'anecdote, Michel. Donc, je disais que... Michel, je disais qu'Isabelle venait te piquer les dossiers de B2E pour essayer de les artillerer dans RPI. Et que ça avait été... Bon, enfin, vous connaissez les... Et donc, l'argumentaire d'Isabelle, il était imparable. C'était, écoute, Coco, la concurrence va être beaucoup plus sévère en B2E. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir une bourse en faisant le master RPI qu'en faisant le master B2E. Et c'était vrai. Et il y a eu quelques beaux succès là-dessus. Et donc, Isabelle jouait de tous ses feux pour arriver à attirer les étudiants. Donc elle générait aussi pas que des chats perdus, hein. Elle savait aussi tout à fait ce qu'elle faisait. Donc les modules, il y a des modules qui ont été spécifiques. Il y a Étienne qui est là, qui avait monté le module de génétique statistique, enfin de statistique. Il y a Patrice David avec Thomas, avec lesquels on avait commis un module de génétique quantitative qui perdure encore aujourd'hui, et qui était vraiment un des modules marquants de cette époque. Donc, en fait, et Isabelle elle-même était en charge de l'enseignement de la génétique des populations, alors qui était un module de rattrapage. Et c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, on a très vite elle a pratiqué la classe inversée, c'est-à-dire qu'on a fini, donc c'était des méthodes pédagogiques, on était dans les années 2007, 2008, 2009, hein, on n'en parlait pas encore déjà. Et donc ça permettait aux étudiants de se réapproprier, et finalement, à Isabelle, des occasions incroyables de pouvoir faire des digressions pas possibles, une fois que les étudiants avaient commencé leur cours. Donc ça lui permettait aussi de faire un certain nombre de choses à la volée. Et donc en fait, voilà, donc en gros pour nous, ça a été une somme de souvenirs vraiment au niveau des jurys, avec des discussions. Et j'en ai rediscuté avec nos amis, nos collègues. Je vous ai dit que RPI, c'était beaucoup une histoire d'amitié. Et en fait, ce qu'on a ressenti le plus quand on en a rediscuté entre nous, c'était le plaisir qu'on avait lors des soutenances des étudiants. Il y avait à ce moment-là des échanges intellectuels qui étaient vraiment très sympas, et probablement déjà aussi en germe un certain nombre de sujets de stage. Et donc, je crois que c'est l'ensemble de ces moments-là, une espèce d'alchimie. Alors, je ne sais pas qui a parlé de la grande sorcière magnifique qui avait ce chaudron. Peut-être qu'RPI a été un des éléments du chaudron. En tout cas, on y mettait des éléments importants au niveau des étudiants. Et ça a eu des conséquences importantes, parce que
tout un tas d'unités de recherche qui, jusqu'à présent, n'avaient pas accès aux bons étudiants en évolution et en écologie, enfin il y en avait quand même quelques-uns, j'exagère, mais pouvaient avoir donc des étudiants qui finalement découvraient les problématiques appliquées de l'agronomie, de la gestion des pestes, des pathogènes et des populations, et aussi se poser la question de l'évolution de la diversité pour les espèces cultivées. Et donc vous voyez que là encore, Isabelle a marqué de son sceau finalement cette capacité à créer des réseaux, à échanger. Et alors par manque de finalement, alors Isabelle aussi avait créé le master même, donc elle s'est désengagée un petit peu de GB. À l'époque, on était vraiment sur la fin. Moi-même, j'avais sur les épaules une option à Supagro. Et on n'arrivait plus à constituer ces noyaux de population. Et en plus, la réforme des masters, vous le savez, nous oblige à avoir des parcours avec un minimum d'étudiants. Et ça, pour nous, ça a été une pression vraiment importante. Et j'en viens à regretter ces façons. Alors, c'est vrai que probablement nos gestionnaires financiers ont raison de nous demander de justifier les moyens d'enseignement qu'on met, mais quelque part on manque des occasions à vouloir forcément faire des choses trop standardisées avec des grandes populations. Et en tout cas, ce qui était vraiment très important sur la période qui a duré donc à peu près de 1999 à 2013, d'avoir eu cette capacité à former des petits groupes d'étudiants qui finalement pour beaucoup sont retournés sur des modèles non agronomiques, mais aussi pour avoir eu aussi des étudiants qui dans cette dynamique de modèle agronomique. Et donc, je pense que ça, c'était la participation qu'on a eue. Voilà, donc j'ai fini de parler. Je vais laisser le PowerPoint se finir. Et il a déjà tourné une fois, donc vous avez pu voir les témoignages. Et vous avez vu, à travers tous ces témoignages, donc tous les étudiants ne sont pas devenus... Alors certains sont devenus chercheurs ou maîtres de conf, certains sont retournés à des activités particulières, mais vous avez dans le témoignage l'importance qu'elle a pu avoir comme mentor, et notamment auprès des jeunes étudiantes, et je crois que c'est ça dont on va parler maintenant. C'est Isabelle comme femme de science. Je vous remercie.